Et bienvenue à tous, hein, à toutes et à tous. Merci de vous connecter pour cette session Insight into Research. J'aimerais remercier Business Science Institute pour l'invitation à pouvoir présenter ce travail de recherche. Merci aussi à Frédéric pour toute l'organisation logistique, la mise en place de cette visioconférence. Donc, je m'appelle Jessie Palude. Et puis, avant de peut-être de vous parler de l'article, je vais me présenter, hein, dire quelques mots à mon sujet. J'ai un parcours maintenant de presque 20 ans en fait dans ce domaine académique, avec une carrière qui a démarré à l'université Paris-Dauphine, où j'ai fait mon doctorat en co-tutelle avec l'université Georgia State à Atlanta, située à Atlanta, sur un doctorat qui portait sur le management des systèmes d'information, qui est donc ma discipline d'ancrage. Voilà, c'est la discipline dans laquelle je m'inscris toujours. En 2008, j'ai rejoint l'université de Strasbourg, et notamment la composante de l'EM Strasbourg, qui est donc la business school de l'université. J'ai démarré en tant qu'enseignant-chercheur contractuel, puis je suis devenue maître de conférence. Et en 2013, après le concours d'agrégation, professeur des universités. Donc voilà, je travaille maintenant depuis une quinzaine d'années dans cette université. Et vous avez là une petite photo du coup de mon institution, de la business school où j'enseigne et où j'exerce l'essentiel de mon service. Alors, je vous présente là le plan, la structure que je vais suivre pour vous restituer cet article de recherche qui a été publié donc avec deux collègues, Élodie Manté et Rémi Mancarelli. C'est un article paru récemment dans la revue Information Systems, Information and Management, pardon. Et voilà, donc j'ai le plaisir de vous le présenter. Je vais commencer d'abord avec la partie contexte, ensuite le research gap auquel on s'est adressé, les objectifs, questions et objectifs de recherche, notre revue de la littérature, la méthodologie, donc c'est une méthodologie basée sur une revue de la littérature systématique que je vous présenterai par la suite, nos principaux résultats et puis en discussion des éléments de contribution de ce travail de recherche. Alors je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous présenter cet article parce que souvent dans le cadre d'un doctorat, voilà, c'est le passage un petit peu obligé pour le doctorant de faire une revue de la littérature. Alors elle n'est pas toujours systématique, mais quand même on l'encourage de plus en plus à essayer de recenser un maximum de travaux pour pouvoir ensuite les examiner, les analyser en lien avec une problématique de recherche. Alors, qu'est-ce que le crowdsourcing, donc qui est le thème qui nous réunit aujourd'hui, hein, le crowdsourcing de tâches complexes. Donc, le crowdsourcing, c'est un moyen d'externaliser un travail à une foule de personnes, généralement qui vont être individuelles, mais qui peuvent ensuite travailler ensemble de manière collaborative, par le biais d'un appel ouvert sur une plateforme numérique. Donc, souvent, il y a effectivement des plateformes qui vont être mises en place, soit par une entreprise, une organisation qui gère son processus de crowdsourcing, soit une plateforme intermédiaire. Je vous présenterai juste après quelques exemples. Différents acteurs, lorsqu'on parle de crowdsourcing, globalement, trois acteurs sont impliqués. Donc, le crowdsourceur, qui va être l'organisation, l'entreprise, mais il n'y a pas que des entreprises, mais l'organisation qui va solliciter des contributions, qui va vouloir générer des idées. Les contributeurs, pardon, qui sont les personnes qui participent. Et puis, on a bien sûr donc les plateformes également, qui sont souvent matérialisées par un site web qui va recueillir les idées, permettre au processus de crowdsourcing de se faire en évaluant aussi les idées, en les notant, en votant pour les idées, etc., les uns des autres. Alors, il y a différents types de crowdsourcing. Ce qu'on appelle le crowdsourcing de micro-tâches, où généralement les participants, les contributeurs vont plutôt s'attaquer à des petites tâches assez simples, assez fragmentées, qui ne vont pas nécessiter d'expertise. C'est notamment le cas lorsqu'ils vont, par exemple, vous avez peut-être déjà vous-même été impliqué dans du reCAPTCHA, lorsqu'on va vous demander, avant d'accéder à un site web, de confirmer que vous n'êtes pas un robot, par exemple, de pouvoir déchiffrer des lettres, du texte, de recopier des codes, des choses de ce type. On parle là de tâches très simples. Vous avez d'autres tâches très simples comme celles proposées sur la plateforme d'Amazon, Mechanical Turk, qui là permettent aussi de confier des petites missions. Alors ça peut être des travaux de traduction, ça peut être des missions de parfois de questionnaire, remplir un questionnaire. Enfin, on trouve plein de tâches qui sont généralement assimilées à du micro-travail et donc aussi à des micro-paiements. Et vous avez également du crowdsourcing de tâches complexes, donc le macro-tasking,
où là, on vise un niveau de connaissance plus spécialisé, un niveau d'expertise qui va être supérieur. Ça peut nécessiter la coordination de multiples acteurs. Et puis également, ben, les tâches vont être plus denses, comme par exemple de la création de campagnes publicitaires, la participation à des concours d'innovation ou la conception de nouveaux produits. Et globalement, cette forme de crowdsourcing est celle qui va créer ou générer le plus de valeur pour une entreprise. C'est ce qui va lui permettre aussi parfois d'avoir une innovation de pointe en sollicitant la foule. Alors, dans le cadre de cet article de recherche, on se focalise sur du crowdsourcing de tâches complexes, pardon, donc du macro-tasking. Voilà, ce sera le cadre de notre revue de la littérature, notamment parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux sur ce micro-tasking. Donc voilà, on s'est aussi déporté vers ce thème-là. Alors, je vous ai mis là quelques exemples d'initiatives de crowdsourcing, de plateformes, de sites web qui existent. Vous avez la plateforme Lego Ideas, par exemple, qui existe depuis 2014 pour du crowdsourcing ou qui permet notamment aux fans, aux personnes qui aiment construire, développer voilà, des choses avec des Lego, de pouvoir participer. Donc, quand vous allez sur le site web, vous voyez que vous pouvez soumettre des idées. Et puis également, vous pouvez répondre à des challenges. Donc, la marque Lego elle-même organise aussi un certain nombre de challenges assez régulièrement pour permettre à voilà, ses fans ou à des personnes qui aiment justement relever les challenges de pouvoir proposer des constructions faites avec les figurines ou les pièces Lego. Vous avez aussi là un autre exemple, la Fiat Mio, qui est un projet aussi qui a été réalisé grâce aux contributions de millions de contributeurs, de participants en ligne qui ont pensé la voiture du futur, qui à la fois ne pollue pas trop, ne prenne pas trop de place, voilà, qui intègre différentes contraintes. Donc ce challenge proposé par Fiat a donné naissance à ce concept car qui avait été présenté en 2010 au Brésil, au Salon de l'Automobile, la Fiat Mio. Ou encore là, la marque Oreo aussi qui a proposé par le passé plusieurs petits concours ou compétitions invitant les internautes à suggérer de nouvelles recettes pour les biscuits Oreo. Là, vous avez un exemple de plateforme, la plateforme Kaggle, qui recense aussi un certain nombre de challenges et qui permet, comme vous pouvez le voir, de gagner aussi des prix, hein, donc des prix monétaires, qui permettent là aussi de récompenser le travail qui a été réalisé avec des challenges qui vont être, on va dire, qui vont nécessiter plus d'expertise. Donc, voilà pour la présentation du crowdsourcing. Alors, le research gap auquel on s'adresse, c'est que globalement, lorsqu'on a lu cette littérature sur le crowdsourcing et le crowdsourcing notamment de tâches complexes, on s'est rendu compte que globalement, ce qui était mis en avant dans la littérature, c'était les avantages que procure le crowdsourcing, puisqu'il s'agit d'une activité où la foule peut aider à valider, modifier, créer de la valeur pour l'entreprise, ou encore, comme nous le dit Estelle Arolas et ses collègues, le crowdsourcing, globalement, est une activité qui va toujours comporter des avantages mutuels, à la fois pour l'entreprise, donc le crowdsourcer, et encore pour ses contributeurs. Alors, nous, on s'est posé la question de est-ce que finalement le crowdsourcing est toujours générateur voilà, de conséquences positives pour le contributeur et pour l'entreprise? De même, lorsqu'on regarde la littérature et qu'on a pu regarder les principaux cadres conceptuels qui ont été mobilisés, ben forcément, comme je vous l'ai dit, puisque la littérature met plutôt en avant des bénéfices, ben on a des choses très positives qui ressortent de cette littérature crowdsourcing. Globalement, le crowdsourcing permet de créer de la valeur. Vous avez en dessous le nom des théories qui sont fréquemment mobilisées aussi pour étudier ce sujet avec le prisme de la valeur ou encore de la créativité. Ben, finalement, faire appel à une foule d'individus peut permettre d'avoir plus d'idées, donc plus de créativité, d'être aussi dans une logique collaborative ou coopérative. Vous avez d'autres chercheurs qui se sont intéressés aux motivations, pourquoi est-ce qu'on participe à ce genre de concours, tout ce que ça peut aussi apporter à l'individu hein, sur le plan personnel, ou encore d'autres chercheurs qui ont mis en avant la partie intelligence collective, voilà, faire travailler une foule ensemble peut permettre de créer encore plus voilà, on va dire un produit qui aura certainement généré plus de collaboration et donc aussi d'innovation. Donc globalement, une littérature plutôt qui met en avant des aspects très positifs. Et nous, on s'est donc interrogé sur est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté plus obscur, donc le dark side de ce crowdsourcing.
Donc, vous avez là nos questions de recherche et les objectifs de recherche aussi qu'on s'est assignés dans le cadre de ce travail. Donc, première question de recherche, s'il y a des effets négatifs, quels sont ces principaux effets négatifs du crowdsourcing de tâches complexes, avec l'idée de pouvoir identifier les potentielles conséquences, alors involontaires, non désirées, négatives, qui peuvent être liées au crowdsourcing. Comment ces résultats négatifs sont-ils générés et vécus aussi, hein? Donc là, avec l'idée de comprendre aussi quels sont les mécanismes par lesquels les acteurs provoquent ou encore subissent des effets préjudiciables. Et puis, troisième question de recherche, on s'est aussi posé la question, est-ce que dans la littérature, il y a déjà des mécanismes d'atténuation qui peuvent permettre de limiter les effets négatifs du crowdsourcing? Et donc l'idée étant est aussi là de voir si la littérature évoque les stratégies qui peuvent permettre de voilà de contrecarrer ces effets pervers du crowdsourcing. Alors il y a une littérature qui se développe dans le champ du management des systèmes d'information autour du dark side des technologies, donc la face un petit peu plus obscure des technologies qui est définie de la manière suivante par Taravdar et Tal. Donc il s'agit d'un ensemble, d'une collection hein, de phénomènes plutôt négatifs qui peuvent être liés à l'usage d'une technologie ou de systèmes d'information et qui ont effectivement le potentiel aussi d'impacter de manière négative le bien-être, soit des individus, des organisations ou encore des sociétés. Donc il y a eu un numéro spécial organisé par la revue Information System Journal, dans lequel justement Taradar et Tal proposent un, un édito, pardon, où il propose cette définition du dark side des technologies. Donc, on peut dire que voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il y a des travaux de plus en plus nourris sur ce thème du côté obscur des technologies. Alors, on s'est servi également de cette littérature sur le dark side pour pouvoir nous-mêmes ensuite analyser les articles de recherche que nous avons identifiés dans notre travail de revue de la littérature systématique. Donc, je vous présenterai la méthodologie par la suite. Mais on a eu une première phase donc de revue de la littérature aussi pour avoir un cadre conceptuel. L'idée était que les articles qui seraient par la suite téléchargés et analysés, qu'on puisse le faire avec une grille de lecture. Donc, vous avez là les trois grandes étapes qu'on a suivies. On a notamment essayé de mobiliser les travaux d'Olivera et Lumino, qui, eux, se sont intéressés au dark side des relations interorganisationnelles. Donc, on était dans un autre cadre que celui des systèmes d'information. Mais ce qui était intéressant, c'est que notamment dans leurs travaux, Olivera et Lumino nous laissent déjà comprendre que ce dark side peut être plutôt involontaire, donc il peut y avoir des conséquences négatives qui soient finalement involontaires, non conscientes, non désirées. Et puis, on peut avoir différents niveaux. Un deuxième niveau où là, on va avoir des comportements plus opportunistes aussi qui peuvent générer des éléments, des effets négatifs, des impacts négatifs. Et puis, un troisième niveau qui, lui, met plutôt l'accent là vraiment sur des comportements qui seraient déviants avec une volonté de nuire. Et donc, on s'est dit dans la recherche de ces effets négatifs et des articles qu'on lirait, qu'on essaierait de voir si on retrouve ces différentes catégories. Dans un deuxième temps également, on s'est dit qu'il faudrait essayer de caractériser ces manifestations du dark side. Et donc, c'est là où on s'est appuyé notamment sur l'édito de Taravdar et Tal pour pouvoir analyser le contexte d'occurrence de ce dark side, les effets négatifs, les mécanismes d'atténuation ou encore le niveau d'analyse qui est retenu dans les articles. Et puis, dans un troisième temps aussi, on a eu un regard sur les cadres théoriques qui ont déjà été mobilisés et qui peuvent permettre d'expliquer les manifestations du côté plus obscur du crowdsourcing de tâches complexes. Alors après, c'est cette première partie qui pose un peu les bases. Je vais maintenant vous présenter notre méthodologie de revue de la littérature. Alors, vous avez là les 5 étapes que nous avons suivies, notamment pour analyser les articles. Donc, la première étape a été une phase de familiarisation avec cette littérature du crowdsourcing en lisant des articles clés qui ont déjà été de nombreuses fois cités en lien avec le crowdsourcing. Donc, ces 14 articles nous ont permis notamment de bien étayer le phénomène, de mieux le comprendre. Dans un deuxième temps, nous sommes allés dans les bases de données académiques. Donc, vous avez là les différentes bases de données de revues académiques que nous avons utilisées, Business Source Premier, GSTOR ou encore Science Direct, pour pouvoir identifier des articles en lien avec le crowdsourcing et les potentiels effets négatifs de celui-ci.
On a également exclu un certain nombre d'articles qui sortaient du scope, notamment de notre étude, lorsqu'il s'agissait, par exemple, d'un crowdsourcing plutôt orienté de tâches simples. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, il y a différentes formes de crowdsourcing. Donc, lorsque les articles n'étaient pas bien en lien avec du crowdsourcing de tâches complexes, on s'est aussi permis de pouvoir les exclure. Dans une quatrième phase, il y a eu ce travail de codage des articles pour pouvoir notamment identifier si des éléments négatifs étaient révélés. Donc, si c'est un article qui ne prenait qu'une perspective bright side, une perspective très positive, on a également mis ces articles de côté puisque l'idée était de pouvoir voir dans quelle mesure des articles avaient pu évoquer déjà des impacts plus négatifs du crowdsourcing. Et en faisant ce travail de là beaucoup plus détaillé avec un codebook, hein, un fichier que nous avons partagé entre les trois co-auteurs là de cet article pour pouvoir documenter nos articles, on a pu notamment garder, conserver 52 références. La dernière phase a consisté aussi à pouvoir ensuite voilà, étayer et détailler ces manifestations du crowdsourcing que je vais maintenant vous présenter. Alors, premier élément, avant de rentrer dans le détail des résultats, on a essayé pour chaque acteur du crowdsourcing, donc le contributeur, le crowdsourcer ou encore la plateforme de crowdsourcing, on s'est attaché à essayer d'identifier quels étaient potentiellement les aspects plus obscurs ou plus négatifs pour chacun de ces trois acteurs. Donc, je vais vous présenter les résultats selon ces trois perspectives. Et en fait, notre lecture des 52 articles, lecture et analyse des 52 articles, nous a permis justement d'arriver à la conclusion que le dark side n'impactait pas que les contributeurs ou que le crowdsourcer ou que la plateforme, mais que les trois acteurs pouvaient être à la fois victimes ou auteurs du dark side. Donc, je vais démarrer avec la première perspective, celle du contributeur. Donc, c'est ces participants hein, qui jouent le jeu de répondre à des concours ou des compétitions de crowdsourcing qui apportent donc leur contribution en générant des idées. On va voir qu'ils peuvent être victimes, également auteurs, et puis qu'ils ont aussi des caractéristiques intrinsèques, individuelles, qui parfois peuvent contribuer à ce dark side. Alors, en tant que victime, les travaux nous montrent que effectivement, la participation au crowdsourcing peut générer des réactions, des émotions plutôt négatives, qui peuvent être de l'ordre de la frustration et de la colère, mais parfois aussi des sentiments, aussi d'avoir été trompé, exploité ou traité injustement, en contribuant, en générant des idées, les contributeurs généralement vont prendre du temps, vont finalement travailler hein, gratuitement et voir parfois leur travail mis de côté. Donc l'annonce des résultats du concours peut générer effectivement un ensemble d'émotions plutôt négatives. On a également des risques qui sont perçus, en anglais Economic and Psychological Loss, des risques ou des pertes économiques et psychologiques, puisque les contributeurs, là aussi, en partageant leurs idées, estiment parfois perdre des droits de propriété intellectuelle sur leurs contributions, sur les idées qu'ils ont pu partager sur les plateformes en ligne. Idées qui ne sont pas toujours retenues d'ailleurs et donc pas toujours rémunérées non plus. Et donc ça crée effectivement un décalage aussi, parfois même de l'anxiété ou du stress. Alors, ces différentes manifestations, je vous ai mis quelques références académiques, mais il y en a beaucoup plus dans l'article. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des articles qui ont pu évoquer ces résultats sans forcément avoir une perspective entièrement dark side, mais parmi tous les effets positifs notés, il y a parfois dans ces travaux que vous voyez là, la mention d'éléments plus négatifs ou qui viennent minorer un petit peu l'intérêt du crowdsourcing. Alors, le contributeur n'est pas toujours victime, parfois il est aussi l'auteur du dark side, alors avec différents éléments, soit lorsqu'il va minimiser ses efforts, ou en tout cas inconsciemment les limiter, ou parfois même arrêter sa participation en cours de route, donc il va s'engager dans un challenge et puis finalement ne pas soumettre sa contribution. On a des comportements qui peuvent être non éthiques, également lorsque certains contributeurs imitent, vont voilà, donc plagier le travail de d'autres personnes,
personnes, donc s'inspirer des premières contributions qui sont faites sur les plateformes pour ensuite se les attribuer, voire les enrichir. On peut avoir aussi des comportements très opportunistes, là aussi avec l'usage des fonctionnalités de la plateforme qui vont être détournées pour parfois aussi soit mettre des commentaires qui vont être négatifs par rapport à d'autres idées pour décourager la concurrence et les autres participants, voire même certains contributeurs qui vont jusqu'à la proposition de contenu plutôt déviant. Alors un contenu qui va être soit provocateur, soit pas du tout en lien avec la demande du crowdsourceur, donc avec le brief initial. Et puis les travaux, donc là aussi, en faisant ce travail d'analyse des 52 articles, on a pu voir qu'il y avait des caractéristiques finalement qui parfois étaient communes et qui pouvaient être citées dans certains articles, où on voit que finalement, ben, le fait que le contributeur ne soit pas toujours un expert, hein, parfois ce sont enfin tout le monde peut contribuer d'ailleurs, hein, donc on a différents niveaux d'expertise et certains ont parfois des expertises assez limitées par rapport à des sujets et donc proposent finalement des contributions qui vont être aussi limitées en termes de valeur hein, pour l'entreprise, le crowdsourcer. Il peut y avoir des préjugés cognitifs ou des expériences passées aussi qui vont influencer le travail du contributeur, le limiter aussi dans la production, dans les résultats qu'il va fournir. Alors parfois, ça peut être basé sur son expérience de contributeur. S'il a réussi par le passé avec une certaine forme de contribution, il peut peut-être espérer regagner un nouveau concours en soumettant plus ou moins une idée qui ressemble et ça va aussi limiter la richesse de sa réflexion. Il peut y avoir des éléments aussi de personnalité. Là aussi, il y a des travaux qui montrent que certains peuvent avoir parfois des comportements, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, non éthiques, opportunistes, voire même machiavéliques, qui peuvent aller jusqu'à ce niveau-là, et donc qui vont être aussi source de dark side. Et puis, il peut y avoir également les influences culturelles. Donc là, on a notamment l'article de Chua et al. Qui nous parle de la tight culture, donc une culture dite serrée où généralement l'observance aux normes, voilà, le rejet de comportements déviants va être un petit peu plus fort. Ça peut aussi limiter la créativité des contributeurs. Donc, en fonction, voilà, de la culture, du pays dans lequel ils vivent, on peut parfois avoir aussi des éléments culturels qui peuvent jouer dans les contributions. Tous ces éléments-là, globalement, vont impacter la manière dont les contributeurs vont s'engager dans ce crowdsourcing de tâches complexes. Alors, autre catégorie de résultats, là, cette fois-ci, pour le crowdsourcer, donc l'entreprise qui va proposer le challenge comme Lego, par exemple, ou comme Fiat a pu le faire par le passé, ou encore Oreo. Là aussi, la littérature nous montre que le crowdsourcer peut être victime du dark side, auteur du dark side, et parfois aussi que certaines caractéristiques intrinsèques peuvent contribuer au dark side. Alors, le crowdsourcer en tant que victime, effectivement, ils peuvent parfois, sur certains challenges mis en ligne, recevoir moins de contenu, parfois même des soumissions non pertinentes. Et finalement, ces éléments-là peuvent aussi contribuer à une campagne de crowdsourcing qui soit moins performante, voire même qui ne fonctionne pas du tout, hein. Parfois, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de heureux élu. Donc, ça peut être effectivement plutôt un échec pour le crowdsourcer. Il peut y avoir aussi des contributions qui peuvent même aller jusqu'à atteindre sa réputation. Et là, dans la littérature, il y a quelques articles qui évoquent effectivement des co-créations qui peuvent être déviantes ou alors parfois de la moquerie ou de l'ironie ou certains internautes qui vont même jusqu'à ridiculiser la marque ou l'entreprise. Et puis, autre élément également, plutôt négatif de ce crowdsourcing, les difficultés internes qui peuvent être générées par ce type d'innovation ouverte. Donc, le fait de solliciter, d'externaliser finalement une petite partie du processus créatif à d'autres, à des internautes, enfin voilà, à des personnes externes à l'entreprise peut aussi challenger les salariés en interne qui voient finalement leur travail externalisé et qui peuvent se sentir découragés, démotivés. Donc là aussi, ce sont des éléments qui sont ressortis de quelques articles. Alors, je vous ai mis un petit exemple de moquerie où une marque parfois, voilà, effectivement, peut subir un petit peu le retour de flamme des internautes. Donc là, c'est l'exemple de la marque de chips Breads qui avait lancé un concours, en tout cas un moment de partage pour des idées avec sa communauté sur le réseau social X
en leur proposant, comme le font beaucoup de marques, en leur proposant de suggérer de nouvelles saveurs voilà, pour les futures chips produites par la marque, donc une marque bretonne voilà, qui est connue pour des saveurs assez originales en matière de chips. Et puis ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est il y aurait effectivement un compte réseau social qui allait s'emparer du challenge et proposer une saveur totalement inédite à base d'essence. Bien sûr, là, pour faire rigoler, mais vous voyez qu'il y a eu quand même plus de 65 000 likes, beaucoup de commentaires aussi. Et puis, c'est finalement cette saveur-là qui l'a remporté. Alors, la marque est intervenue après pour dire, bon, bah, bien sûr, ils vont pas produire une saveur chips à l'essence. Mais voilà, ça peut vous montrer aussi la limite parfois de solliciter la communauté pour avoir des idées. Parfois, ça fonctionne et puis parfois, ça peut, voilà, finir un petit peu en queue de poisson. Les crowdsourceurs peuvent également être, donc pas simplement victimes, mais aussi auteurs du dark side, notamment dans le feedback qu'ils peuvent remettre aux contributeurs. Il peut y avoir parfois des feedbacks intermédiaires, parfois un feedback aussi qui peut tarder à venir aussi, qui va décourager les contributeurs. On a des travaux qui nous montrent aussi qu'il y a des problématiques autour de la répartition de la valeur et des récompenses qui sont attribuées. Certains contributeurs estiment que finalement le système est assez opaque, que leur contribution n'a pas été retenue, qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi tel autre travail a pu être privilégié, d'où les montants aussi, la manière dont ils sont attribués. Donc tous ces éléments-là sont aussi des éléments qui vont aussi impacter là beaucoup plus les contributeurs. Et puis aussi le fait de mettre de côté certaines idées, alors que bien sûr les contributeurs ont parfois investi beaucoup de temps voire même d'argent. Enfin voilà, on a essayé de s'emparer d'un challenge. Ça leur donne aussi le sentiment finalement, voilà, d'être lésés dans leur participation à une compétition ou un concours de crowdsourcing. Alors, d'autres éléments qui peuvent être là plutôt liés finalement à la manière de présenter le brief, donc ou la manière de mettre en place le concours de crowdsourcing. Alors, il y a des travaux qui montrent que les instructions qui sont données, les tâches qui sont confiées, sont parfois trop contraignantes ou mal délimitées. Le concours aussi, la durée des concours peut aussi impacter la satisfaction et la participation des contributeurs, les récompenses aussi, le niveau de récompense qui va être attribué. Alors parfois il est jugé beaucoup trop faible, c'est plutôt dans ce sens-là que c'est évalué, soit trop faible, soit mal attribué. Ou encore le processus de sélection qui peut être jugé très arbitraire. Donc tous ces éléments-là vont effectivement contribuer aussi à une forme de dark side du crowdsourcing. Troisième perspective qui sera la dernière, et les plateformes. Dans tout ça, on pourrait se demander si elles aussi contribuent ou jouent un rôle dans ce processus de dark side. C'est également le cas. Et donc, on va voir également qu'elles peuvent être victimes lorsque ce sont les contributeurs, notamment, qui vont utiliser de manière abusive les fonctionnalités de la plateforme. Alors, il y a des travaux qui montrent notamment que certains vont tenter d'intimider les autres participants, ceux qui notamment réussissent, qui progressent bien, qui ont déjà obtenu beaucoup de commentaires, parce que généralement, les contributeurs peuvent voter pour les idées des autres. Donc voilà, plus une idée est likée, votée, commentée, plus ça veut dire qu'elle a de fortes chances aussi de remporter le concours. Et donc, il peut y avoir des stratégies là d'intervention. Alors, soit parfois aussi d'ajouter beaucoup d'amis dans son réseau pour gagner des likes, ou au contraire de bloquer l'accès à d'autres personnes, enfin, de ne pas rajouter d'autres internautes dans son réseau. Voilà, ce sont des choses qui ont été notamment aussi étudiées et démontrées et qui montrent que les plateformes, en tout cas l'usage des fonctionnalités des plateformes peuvent contribuer à ce dark side. Les plateformes peuvent également être aussi auteurs de ce dark side, notamment aussi avec les fonctionnalités proposées, le nombre de participants qui peut aussi très vite augmenter, le fait aussi d'externaliser à faible coût, de proposer un travail finalement alors spéculatif parce qu'on ne sait pas si on va gagner, hein, c'est ça l'idée. Les algorithmes aussi qui sont loin d'être transparents et qui parfois peuvent aussi créer de l'inéquité, hein, que ce soit dans le partage des tâches ou l'attribution des récompenses. Parfois certains comptes aussi qui sont supprimés ou bloqués
sans que l'internaute ne comprenne pourquoi. Donc certains contributeurs qui disent avoir été victimes parfois de voilà de suspension, de fermeture de leur compte. Et puis quelques travaux qui montrent aussi que ces plateformes peuvent être vues aussi comme des dispositifs de surveillance pour collecter des idées, alors même qu'elles ne seront pas retenues et récompensées, mais les idées seront quand même conservées. Et donc ça peut permettre effectivement voilà, de collecter beaucoup de données pour ensuite les réutiliser différemment. Quelques éléments aussi en lien avec la plateforme, sa conception elle-même, donc la conception de l'interface, les fonctionnalités de ces interfaces, de ces sites web, font que effectivement le dark side aussi peut émerger du fait que voilà certaines fonctionnalités vont soit limiter ou contraindre le travail des internautes, ou alors certaines fonctionnalités peuvent être manipulées par les internautes. Autre élément aussi, c'est que globalement, ces missions sont toujours limitées dans le temps, hein, c'est le propre du crowdsourcing. Et donc, pour les travailleurs, hein, ces personnes qui s'investissent très régulièrement dans ces tâches-là, c'est aussi, bien sûr, beaucoup d'instabilité, d'insécurité par rapport à leur travail. Alors, dans ces articles de recherche, on s'est aussi attaché, donc, en plus de souligner les manifestations du dark side, on a également mis en lumière, lorsque c'était mentionné dans les articles, les mécanismes ou les moyens de pouvoir essayer voilà, de gérer ce dark side, donc les aspects plus obscurs. Et donc, vous avez là effectivement quelques suggestions qui ont pu être notées dans différents articles, soit des mécanismes donc preemptive dans le sens anticipé, donc en amont, ou alors des mécanismes plus curatifs qui interviennent après pour pouvoir essayer de gérer ces effets négatifs générés à la fois par les plateformes, les crowdsourceurs ou les contributeurs. Ces différentes idées nous ont permis aussi de travailler dans notre article à des recommandations managériales. Donc, on s'appuie notamment sur ces suggestions-là de la littérature pour aller aussi un petit peu plus loin dans nos recommandations managériales et proposer un ensemble de stratégies. Donc, avec des acronymes, on a la stratégie match, où on propose de la médiatisation, de l'accompagnement, de la formation, de la conciliation, de l'aide apportée, notamment par les plateformes. On a la stratégie trust, là, pour aussi les crowdsourceurs. Comment est-ce qu'ils peuvent rendre le processus plus transparent, régulariser également, unifier, partager la valeur, mieux la partager notamment, ou encore être beaucoup plus dans une logique de reconnaissance, de gratitude et de remerciement. Et puis pour les contributeurs, on propose la stratégie Team Up. Donc à chaque fois, vous l'avez compris, hein, ce sont des acronymes donc pour Talk, Empower, Assist, Mentor ou encore Upskill. Ce travail sur le plan théorique nous a permis vraiment de proposer en fait hein, une recension de tous les effets négatifs, les manifestations négatives qui peuvent émerger. Alors, elles sont pas bien sûr systématiques, hein, mais en tout cas, ce sont des aspects qui ont été abordés de manière plutôt parcellaire, à droite, à gauche, dans des articles, sans être toujours d'ailleurs le focus, hein, le cœur de la problématique des articles de recherche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, ce sont un des résultats, parmi tous les résultats plutôt positifs, il y avait parfois aussi l'émergence de résultats un peu négatifs. Donc là, on propose quelque chose de plus, voilà, peut-être de plus complet, qui recense l'ensemble de ces contributions, manifestations négatives. L'intérêt aussi de notre travail a été de montrer que finalement, on peut pas non plus généraliser en disant que globalement, ce sont les plateformes de crowdsourcing ou ce sont les crowdsourceurs qui sont plutôt injustes dans leur manière d'attribuer les récompenses, les prix, etc. Finalement, notre vue de la littérature montre que les trois acteurs, plateformes, contributeurs ou encore crowdsourceurs, peuvent être à la fois auteurs et victimes du dark side. Et donc, voilà, cet article contribue à la fois à la littérature sur le crowdsourcing et puis aussi cette littérature, comme je vous l'ai dit, hein, émergente sur le côté plus obscur des technologies ou des systèmes d'information ou des phénomènes technologiques. Voilà, ben je vous remercie de votre attention. Je vais m'arrêter là pour rester dans le timing. Et puis, donc, ce sera avec plaisir pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Mm. Est-ce qu'il y a des questions, Oui. remarques, réactions? Mm. Alors, l'article est
est disponible en ligne, hein, du coup, voilà, vous pourrez regarder sur Google Scholar pour le récupérer aussi si vous intéresse ou si vous voulez voir la démarche aussi pour peut-être vos travaux de thèse. Ah oui, je vois que Peter. Peter. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que l'IA contribue au dark side, c'est-à-dire avec les faux comptes qui viennent justement mettre en déroute un peu tout le système? Et deuxième question, est-ce qu'il y a beaucoup de vols de propriété intellectuelle avec le crowdsourcing? Hmm. Alors, ce sont deux excellentes questions. Sur la première concernant le rôle de l'intelligence artificielle, c'est vrai que j'ai pas donné la période où on a analysé les articles. Globalement, ce sont des articles publiés avant 2022. Donc, du coup, l'intelligence artificielle était moins présente et on s'en est pas rendu compte. Mais je dirais que pour des pistes de recherche pour le futur, ce serait effectivement peut-être quelque chose qui apparaîtra. Alors déjà, premièrement, globalement, il n'y a pas beaucoup d'articles qui s'intéressent aux effets pervers du crowdsourcing. Globalement, on considère que c'est une logique d'innovation ouverte, que ça va permettre aux entreprises d'accéder à beaucoup plus d'idées et de connaissances. Donc, le côté très positif est plutôt mis en avant. Mais je pense qu'effectivement, il y aurait quelque chose là à regarder avec peut-être, est-ce que l'IA facilite finalement les contributions? Est-ce que les contributeurs qui auparavant se creusaient un petit peu les méninges, est-ce que dorénavant, ils vont finalement poser les questions à plusieurs IA pour finalement en faire une synthèse et la suggérer aux crowdsourceurs, ça peut être effectivement une vraie dérive. Et sur tout ce qui va être propriété intellectuelle, alors il y a dans un certain nombre de concours, de compétitions, il y a effectivement quand même des règlements qui sont publiés, qui expliquent les règles du concours et qui souvent demandent aux participants d'accepter de céder ses droits, par exemple. Voilà, donc ce sont des choses effectivement qui doivent être précisées parce que ça a pu donner par le passé lieu oui, à des tensions entre j'ai produit quelque chose, finalement l'entreprise s'en empare totalement, parfois même sans mentionner le nom. Enfin voilà, ce sont effectivement des situations qui ont pu se produire. D'où l'importance d'avoir dans le brief et dans les règles du concours de bien spécifier quel sera l'usage qui sera fait des idées partagées. Alors généralement, s'il y a rémunération, on va dire que c'est plus facile pour le contributeur de se dire, je sais que je cède entièrement mes droits de propriété, mais je serai rémunéré à hauteur de 100 000 dollars, par exemple. C'est ce que je vous montrais très rapidement tout à l'heure sur la plateforme Kaggle. Certains challenges sont très bien rémunérés. Et donc, du coup, ce qui est plus problématique, ce sont pour les idées non retenues, où on a quand même soumis un projet et on ne sait pas, même si c'est pas le projet qui obtient le prix, mais on ne sait pas dans quelle mesure les idées seront détruites à la fin du concours ou conservées par l'entreprise. Voilà, ça peut être effectivement des choses plus obscures, généralement pas publiques non plus. Où on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui sera fait de mes idées? Euh, Ouais. Bonjour, Soumia Doudou. C'est très très intéressant ce sujet-là et merci beaucoup de l'aborder. J'avais une petite question puisque tout à l'heure vous avez parlé on va dire des facteurs qui peuvent influencer et vous avez parlé de l'aspect culture. Est-ce que ce point vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez remarqué que selon on va dire la culture, que ça soit nationale ou même principalement nationale, est-ce que ça peut influencer dans un sens ou dans un autre? Alors, et effectivement, c'est ce que nous montrent les travaux. Donc, nous, dans cette étude, on n'a pas un terrain empirique où on a pu tester tout ce qu'on observe là. Ce serait là aussi, j'ai envie de dire, il y a de quoi faire pour des années. C'est tout un programme de recherche. Notre travail était plutôt de recenser ce que les chercheurs, eux, avaient déjà étudié. Et donc, effectivement, dans l'article de Chua, qui, eux, se sont intéressés à la tight culture versus loose culture, c'est eux qui, notamment, disent que oui, les aspects culturels peuvent potentiellement influencer, puisque ce sont des challenges qui vont impliquer peut-être la créativité. Alors, parfois, c'est bien de sortir du cadre, c'est ce qui permet d'avoir des idées assez innovantes et non attendues. Parfois, c'est bien aussi de rester dans le cadre parce comme je disais, on a aussi des comportements qui peuvent être très déviants avec des idées totalement farfelues, comme les chips saveur essence, par exemple. Mais du coup, voilà, ce que Chua nous disait dans leur article, c'est que
sur une tight culture, peut-être que du coup, les individus vont se brider un petit peu plus parce qu'ils ont moins l'habitude d'être dans le fait de défier des normes. Donc voilà, ça peut être, alors ce seraient des éléments typiquement à tester dans le cadre d'un projet de recherche, voilà, de pouvoir comparer deux, trois pays ou un pays qui a une culture plutôt tight, un pays où la culture est plus ouverte, donc la loose culture, pour voir si effectivement ce sont des éléments qu'on arrive à reconfirmer. Euh, euh, et je pense qu'il faudrait effectivement impliquer plusieurs pays avec peut-être plusieurs échantillons pour pouvoir vraiment voilà le réaffirmer. Mais en tout cas, dans cette revue de la littérature qu'on a pu faire, il y a effectivement des articles qui laissent penser qu'il y aurait des différences culturelles. Euh, ouais, je pense que c'est un aspect à approfondir. Merci en tout cas de votre question, hein. Ouais. Je voulais poser une question, docteur Ablé. Oui, je vous écoute. Ok. Je vous remercie pour cette brillante intervention. Alors, je voulais un peu, pour ma question, est liée à la contextualisation africaine. Oui. Alors, est-ce à dire que le crowdsourcing peut être un élément qui pourrait justifier un peu les résultats mitigés de certaines sous-traitances que nous avons avec des acteurs qui sont hors contexte africain? Est-ce qu'on peut légitimer un peu ces résultats à partir de votre étude? Alors, merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'effectivement, ce serait très intéressant de discuter ces aspects-là. Et c'est pour ça que je vous disais que ça pouvait générer des challenges en interne, des difficultés en interne, lorsque finalement un travail qu'on pourrait rémunérer avec ses salariés, on décide de l'externaliser souvent à moindre coût, hein, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de se dire que ça reviendra peut-être moins cher de solliciter une foule d'internautes. On lui donne 10 000 dollars ou 1 000 dollars, enfin, je sais pas, ou 100 dollars, ou parfois on donne rien. Bon, ça dépend. Il y a des prix aussi qui sont pas monétaires. On peut récompenser, voilà, les participations différemment. Ça peut poser des questions, effectivement, de se dire, est-ce que finalement, c'est pas une manière voilà, de retirer du travail à certaines personnes pour le donner à d'autres personnes où on sait que la rémunération est moins forte, etc. Ça peut être de vraies questions, effectivement, sur le plan RH dans le contexte africain. Alors, ça peut aussi bien sûr représenter des opportunités, hein, et globalement, bon, il y a beaucoup de travaux qui montrent que le crowdsourcing et cette logique d'innovation ouverte produit et génère de la valeur. Ça peut être aussi effectivement une option pour des entreprises africaines de se dire voilà qu'elles vont se lancer dans du crowdsourcing pour avoir des idées, pour être dans l'innovation c'est ce qu'on appelle l'innovation qui vient du bas ou du peuple, mais effectivement ça peut être aussi un moyen d'avoir un processus d'innovation qui soit moins coûteux. Donc je dirais il y a cette double facette. On sait que la littérature est quand même très très vaste sur les aspects positifs. Donc l'idée n'étant pas de décrier le crowdsourcing, mais plutôt de dire attention, il y a aussi des facettes un peu négatives ou très négatives, hein, ça dépend du degré, qui pour l'instant ont été survolées. Et l'idée pour nous, c'était aussi peut-être d'encourager plus de travaux de recherche sur les aspects plus obscurs, de dire aux chercheurs, voilà, il y a un vrai research gap. Beaucoup des travaux ont mis en avant les aspects positifs. Et ce qui pourrait pas y avoir aussi un peu plus dans les années qui viennent, des travaux sur les limites ou les effets plus négatifs du crowdsourcing. Alors, ma dernière préoccupation, merci déjà, vraiment j'ai compris là. Alors, est-ce que vous avez cherché à corriger l'aspect éthique à ce niveau-là, puisque lorsque vous avez une entreprise extérieure qui arrive dans son expertise, ses compétences, mais celle c'est-à-dire l'entreprise haute, est limitée dans la connaissance. Alors, toutes les erreurs de cette entreprise ou bien de cette exploration extérieure, alors, comment on peut ajuster une forme d'éthique de sorte c'est-à-dire à crédibiliser un peu cette externalisation? Oui. Alors, globalement, je pense que c'est aujourd'hui, et c'est pour ça on a beaucoup de plateformes de crowdsourcing, c'est quand même quelque chose qui est largement crédibilisé, qui est reconnu, qui apporte de la valeur, et qui fait que des grandes marques comme Lego, qui est très connu pour ça, Decathlon aussi, Lego, etc.
Oreo, etc. et plein d'autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont recours à ce dispositif. Je pense que le dispositif est largement reconnu, il est valorisé. Il y a toute une littérature dans le champ de l'innovation qui montre que c'est effectivement quelque chose à encourager, hein, enfin en tout cas qui pourrait être encouragé. Sur la partie éthique, effectivement, il pourrait y avoir plus de travaux sur ces aspects déviants. Je vous parlais de comportements parfois machiavéliques ou de, 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 de- de contributeurs qui pouvaient être dans une logique de tricher, de plagier. Je pense qu'il y a effectivement des possibilités de mener plus de travaux sur cette partie éthique, de comprendre les motivations intrinsèques, extrinsèques des individus, de s'assurer finalement voilà, de pourquoi est-ce qu'ils participent. Il y a pas que les contributeurs hein, qui sont incriminés. Comme je vous l'ai dit, les crowdsourceurs peuvent aussi avoir des comportements non éthiques dans leur manière de briefer, de confier des tâches, voire même de rémunérer. Les algorithmes peu transparents, voilà, on pourrait aussi exiger beaucoup plus de transparence dans les algorithmes pour que finalement le vainqueur ou la personne qui soit retenue pour son idée, que, voilà, que ça fasse consensus d'un point de vue communautaire, voilà, que l'ensemble des internautes ne se demandent pas pourquoi cette personne, pourquoi cette idée, c'était quand même ce projet-là qui avait le plus de votes ou qui semblait le plus cohérent. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire autour de l'éthique, avec peut-être même des entretiens, en fait, pour aller un petit peu plus en profondeur, de comprendre les logiques à la fois des contributeurs, des crowdsourceurs ou encore des plateformes. Je pense que vous soulevez là une question très intéressante, ouais. Merci, merci. J'avais une troisième, bon, mais je pense que vous avez déjà répondu. En fait, la troisième, si je ne m'abuse, hein, elle était un peu liée. Alors, comment s'assurer que, par exemple, les solutions dans le cas du crowdsourcing sont correctes, qui valident, et selon quels critères? Est-ce que on peut appeler une troisième entité pour pouvoir arbitrer? Bon, ça, c'est une question, vous pouvez la répondre ou pas, mais je crois que Ouais. vous avez déjà répondu en substance. Alors, effectivement, sur l'arbitrage, il y a plusieurs mécanismes, mais un des mécanismes qui est quand même très connu, c'est le mécanisme participatif, où on va voter. Donc, euh, je sais plus si ça apparaissait sur ma copie d'écran, mais quand vous avez un challenge, la communauté entière peut répondre et peut aussi voter pour les idées des autres. Alors, c'est là où certains vont essayer d'attirer plus de likes sur leurs idées. Parfois, tel qu'est énoncé le concours, l'entreprise va dire, ben, on retiendra l'idée tout simplement qui aura obtenu le plus de votes, le plus de likes, le plus de commentaires, etc. Donc, il y a des statistiques en fait qui sont publiées et qui permettent de voir si votre suggestion semble faire l'unanimité. Donc, c'est l'entreprise, ça lui permet aussi de trancher, on va dire, de manière plus objective en disant, ben voilà, c'est cette idée-là qui a reçu 100 000 likes et donc c'est celle-ci qu'on retient. Alors après, que fait-on lorsque l'idée est totalement farfelue, comme les chips au gasoil proposés là par le compte troll sur X? Ben, finalement, tout le monde a rigolé, ça a emballé tout le monde et les gens ont dit, ben oui, on va voter pour cette idée, alors qu'on sait très bien qu'ils vont pas la mettre en œuvre. Donc, ça peut être ça, la limite, de laisser la communauté simplement décider. L'entreprise qui va mettre en ligne le challenge peut aussi avoir un mécanisme en interne hein, d'évaluation des idées avec un comité, un jury qui va ensuite réévaluer les propositions finalistes, donc celles qui ont déjà obtenu le plus de votes pour après trancher par rapport aux contraintes, au processus, aux ressources de l'entreprise, de dire bah, finalement c'est cette idée qu'on retiendrait et qu'on mettrait en place parce qu'on connaît le mieux nos processus, on connaît le mieux nos contraintes et donc on est quand même in fine ceux qui allons trancher sur l'idée qui nous correspond le mieux ou qui nous convient le mieux. Donc voilà, donc je dirais qu'il y a souvent un mélange entre une partie communautaire, les internautes qui votent et qui élisent les idées qui leur plaisent beaucoup, et puis l'entreprise aussi qui a son processus de décision. Euh, ouais. Merci, merci. Merci à vous. Oui. Merci à vous. On arrive au bout de la session. Donc, vous aurez bien sûr l'enregistrement hein, de la session, plus le PowerPoint que le professeur Palu nous a présenté brillamment. Et n'hésitez pas, voilà, hein, vous aurez aussi son contact pour pouvoir échanger, continuer, voilà, vos remarques, commentaires sur la thématique. Donc, on remercie infiniment le professeur Palu. Merci à vous. Oui, merci à tous, hein, toutes ces personnes qui ont pu se connecter, qui ont pris du temps. J'ai vu quelques messages rapidement dans le chat et je vous remercie aussi hein, pour tous vos messages. Oui.
Très, Au revoir. Merci. Merci à bon tous week-end. et Merci. on vous souhaite un très très bon week-end. Merci beaucoup, au Merci. revoir. Merci. Merci Au beaucoup. Merci revoir. à Merci vous. Au beaucoup. Au revoir. revoir. Au revoir.